Bien, bonjour. Donc l'idée était en fait de mettre en perspective la naissance de la mouvance environnementale en Belgique au sens large. Et la raison pour laquelle vous m'avez en face de vous, c'est simplement que je termine maintenant 15 années de présidence à la tête d'Interenvironnement Wallonie. Et donc ça valait la peine d'essayer de mettre en rapport cet acte de naissance avec ce qu'est devenu ce mouvement. Voilà. Et donc ce qui serait intéressant à mon avis, c'est simplement rapidement de se présenter chacun. Voilà. Donc moi j'ai eu cette chance assez inouïe de présider ce conseil d'administration avec des gens de très très grande qualité. On a fait ça pendant 15 ans. C'est un mouvement qui, au départ de la naissance que vous lui avez donnée, a pris une ampleur assez extraordinaire, hein, puisque maintenant Inter-Environnement Wallonie fédère 150 associations. On a 35 chargés de mission dans la maison. Ils travaillent à temps plein sur des thématiques extrêmement variées, sur lesquelles d'ailleurs on aura probablement à revenir pour voir s'il y a des différences entre ce qui inquiétait ou ce qui posait question quand vous avez fait naître ce mouvement et ce qu'est devenu aujourd'hui la question environnementale au sens beaucoup plus large. Voilà, pour ma part. Monsieur Didichet. Donc, je crois que Marc Dubrul vous en dira beaucoup plus que moi, parce qu'il a été le permanent pendant très longtemps de Inter-Environnement National. Mais au fond, quand nous avons commencé à nous rencontrer, nous étions 6 au départ, nous provenions d'horizons très différents, et nous avions tous des intérêts très différents. Les uns, c'était l'urbanisme, les autres, le patrimoine, encore d'autres, la nature, les pollutions. Donc, au fond, c'est ça qui a fait l'intérêt de cette rencontre, c'est que nous sentions qu'il y avait un véritable problème dans le monde. Nous ne l'exprimions pas encore très très bien, et c'est de nos discussions qu'est née au fond l'idée de la globalité de l'environnement. Il y avait eu déjà, je crois, aux États-Unis, des mouvements de contestation étudiants avec ce fameux professeur, comment il s'appelait, Marcus, comment s'appelait-il? Oui, c'est ça. On sentait qu'il y avait une espèce de frémissement, un questionnement, non seulement sur l'environnement, mais sur la vie en général, sur la société. Il y avait la naissance d'un mouvement consumériste aux États-Unis, où on se disait, au fond, le client a aussi le droit de dire ce qu'il pense de ce qu'il consomme, non seulement les produits, mais aussi l'air, l'espace, etc. Et en Belgique, nous sentions qu'il y avait un retard énorme dans une série de domaines. Il n'y avait quasiment pas d'urbanisme, il y avait quelques règles d'urbanisme, mais qu'on appliquait différemment et d'une manière extrêmement laxiste. Et lorsqu'un homme politique était puissant, il arrivait à faire une tour là où on ne pouvait pas en faire. La nature était maltraitée. Lorsque nous allions par exemple aux Pays-Bas, où nous voyions qu'il y avait déjà à l'époque 20 000 monuments classés, alors qu'il n'y en avait que 2 ou 3 000 en Belgique, et qu'il y avait déjà des réserves naturelles, nous disions nous avons un retard à rattraper. Et donc on s'est vus, ces rencontres ont duré extrêmement longtemps, 1 an ou 2, avant que nous arrivions d'abord à formuler une espèce de théorie, et puis à recruter d'autres mouvements qui existaient déjà. Donc tout de suite, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème global qui se posait. Deuxièmement, que tous les problèmes d'environnement au sens large étaient des problèmes d'intérêt conflictuel. Prenons des cas très simples, comme par exemple, chacun veut des arbres dans sa rue, mais l'arbre ne doit pas être devant votre fenêtre, parce qu'il prend la lumière. Chacun veut pouvoir avoir un arbre, mais il ne faut pas qu'il soit là où on gare la voiture, parce qu'alors il y a des pigeons qui s'oublient. Donc, ce sont des tout petits problèmes, mais il y en a des tout gros, comme prenez le gaz de schiste maintenant. D'un côté, on sait que pour l'économie, ce serait un bienfait, par contre, pour l'environnement, ce serait moins. Donc, ça, c'était le deuxième point qu'on a relevé entre nous. Et le troisième point, je crois que c'était qu'on devrait faire en sorte, on devrait essayer, par percolation, comme vous avez dit tout à l'heure, de convaincre tout le monde, en premier lieu la classe politique, que l'environnement est une dimension qu'il faut prendre, dont il faut tenir compte dans chaque décision. Dans chaque décision politique ou même de construction d'un bâtiment, il faut tenir compte de la dimension
environnementale. Et ça, je crois que c'est un des plus grands succès de notre mouvement et du mouvement environnementaliste dans le monde, c'est que maintenant on commence à en tenir compte. Donc grosso modo, c'est pour ça que nous nous sommes rencontrés. Peut-être que tu pourrais dire qui nous étions et comment nous avons fait. Tout à fait. Au départ, nous étions d'horizons différents. Certains d'entre nous, moi y compris, nous sortions quand même de cette mouvance de 68. Il y avait des choses qui bougeaient dans le monde. Il se faisait, si je prends mon histoire personnelle, j'étais à l'époque dans une agence de communication et on commençait à s'intéresser à l'environnement, et surtout sur son aspect pollution, parce qu'elle prenait un problème pour les entreprises et pour leur croissance, parce qu'on commençait à réglementer, etc. Je parle au niveau européen et mondial. On s'est retrouvés autour de la table avec 6 personnes. Il y avait Jan Tang, qui est un architecte urbaniste qui est à la base du plan de structure de Bruges, malheureusement décédé. Il y avait Baudouin Dubus de ANAF, qui était aussi en communication comme moi. Il y avait Pierre Dulieu, qui est d'ailleurs actif dans cette ville, éditeur de la revue Confluent, qui à l'époque était chef de cabinet d'Alfred Canifis, le premier secrétaire d'État régional. Et il y avait bien sûr Michel Idissem, qui à l'époque était le chef de cabinet, dont j'étais le conseiller économique au départ. Je suis devenu chef de cabinet après. Et il y avait Dominique Douassège. Et alors, en fait, j'allais arriver à Dominique Douassège. Douassège était éditeur d'une revue qui s'appelle La Maison. Et un jour, il est venu me voir en disant « Je voudrais appeler ça environnement ». Il faut bien se dire qu'à l'époque, le terme environnement existait à peine. Tu l'as utilisé, mais à l'époque, on ne l'utilisait pas. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés. Et puis, on s'est dit, et je pense, je suis certain que c'est toi qui as eu l'idée, tu te dis, mais en fait, il faudrait faire une espèce de civic trust. Il faudrait faire un groupe de pression de citoyens motivés. Allons voir les patrons et les syndicats et voir comment on peut organiser une association qui ait du poids, qui puisse influencer la marche des choses. On a vu le patron des patrons à l'époque. En fait, c'était pas le provost à l'FEB. Vous savez, l'environnement, c'est pas la préoccupation des entreprises, la croissance. Georges Debunes, au syndicat, a dit pour l'ouvrier, pour le travailleur, la biftec. L'environnement, c'est pas un problème. Et alors, on s'est dit, ce que je te répète, il faut rassembler, il faut concilier une série de forces vives qui sont engagées soit dans la protection du patrimoine architectural, citadin, soit dans la protection de la nature, soit, mais ça c'était à peine émergent, des mouvements contre différentes formes de pollution. Oui, c'est ça. Le nucléaire était à peine présent à ce moment-là. Et donc on se situe bien là dans les toutes dernières années 60 et dans les toutes premières années 70. Oui. Et donc on sent de manière un peu informelle 6 personnes qui se rencontrent avec des préoccupations semblables, des inquiétudes communes. C'est assez étonnant déjà de voir, parce que on retrouve là les associations les plus anciennes d'inter-environnement d'aujourd'hui, c'est-à-dire des thématiques liées à la conservation de la nature, liées à l'urbanisme, liées au patrimoine, donc on est essentiellement là-dedans, et une émergence, mais à peine, des problématiques de pollution. Donc si on regarde aujourd'hui, par exemple, la plupart de nos chargés de mission maintenant travaillent sur des problématiques liées à la mobilité, à l'énergie, aux pollutions, aux normes de produits. Donc on sent que ce qui était à peine naissant là a pris une ampleur énorme. Et à la limite, en tout cas dans l'équipe permanente, la conservation de la nature est un peu passée en seconde zone. Mais donc c'est assez régulièrement. Et alors, sur base de cette rencontre à 6 au départ et de votre intuition commune qu'il y avait quelque chose d'important à faire, comment est-ce qu'on arrive à quelque chose de totalement structuré qui prend un nom de fédération et qui un jour se retrouve avec des permanents? Je crois que c'est le mérite de Michel Idissem d'avoir rédigé à l'issue d'une réunion en petit comité un texte de base. Une synthèse, oui. Et oui, une synthèse qui a été souscrite par tous. Et puis d'autre part, moi j'ai commencé à faire un inventaire de tout ce qui existait comme association, oui, notamment du côté néerlandophone, où c'était très vague en ce qui nous concernait. On connaissait bien sûr des grandes associations, le Quartier des Arts à Bruxelles, il y a l'Entente nationale pour la protection, oui, de la nature, Namur 2000, etc., etc. Et alors, sur base de cet inventaire, nous avons invité toutes les associations à se réunir. Et c'est ce long processus auquel tu fais référence
qui s'est tenu pendant 1 an et demi, presque 2 ans, avec toutes les tensions que vous pouvez imaginer. D'abord, il fallait réunir francophones, néerlandophones, bruxellois, des gens très conservateurs et gauchistes. Bon, chacun défendant de toute façon sa baronnie. Exactement. Et on ne le dira jamais assez, c'est comme le grand mérite de notre président fondateur d'avoir su mener cette mouvance et ce groupe extrêmement hétérogène grâce aux principes que nous avons mis sur papier. On a su trouver un consensus. Et ce qui est important, c'est que d'emblée aussi, tout le monde a accepté la diversité des sujets dont on traiterait, pas seulement l'environnement au sens le plus strict, mais très très large, ce qui nous a permis ultérieurement de nous occuper de mobilité, de nucléaire, etc. Et alors, dans la manière dont vous présentez les choses maintenant, il semblerait qu'assez vite vous soyez retourné uniquement vers des associations, mais si mes informations sont bonnes, à la naissance d'Intervention, il n'y a pas que le monde associatif, il y a aussi des structures plus privées qui rentrent dans l'environnement du démarrage. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous disiez avoir eu des rencontres avec le monde, avec les entreprises, avec le monde syndical, avoir eu plutôt une fin de non-recevoir de leur part au départ. Ça s'est resté à ce stade-là ou ça a évolué ? Il y a eu... Bon, je dois vous dire ici un petit détail. D'abord, la mobilité, on l'avait en tête. Il y avait, comme tu as dit, des associations presque antinomiques qui se réunissaient. D'un côté, disons, l'ARO, qui était assez à gauche et qui reste assez à gauche. De l'autre côté, pour Bruxelles, le quartier des Arts qui protégeait une partie stratégique de la ville, disons, qui était plutôt d'origine bourgeoise, comme ça. Mais l'ARO, très vite, a lancé priorité au transport en commun. Directement, ça a été un des premiers thèmes. Donc la mobilité était partie intégrante, et ça a d'ailleurs été terriblement contesté par les uns et par les autres, notamment par une partie du quartier des Arts, pas par tout le monde, mais tous. Il y a des choses qui n'étaient pas encore du tout dans l'air du temps, c'était la notion d'économie durable ou renouvelable. Ça n'existait pas. Exactement comme le réchauffement climatique aussi. On parlait de l'effet de serre, mais je me souviens, j'ai donné un cours à Louvain, ici à l'UCL, à un moment donné, eh bien, même les scientifiques ne savaient pas si l'effet de serre allait avoir pour effet de refroidir ou de réchauffer à ce moment-là. Donc, il y avait des choses embryonnaires. Alors, deuxième chose que je voudrais dire, c'est de parler un peu de moi-même. Moi, j'avais une fonction publique, puisque j'étais au début conseiller économique du prince Albert, devenu roi Albert, et puis son chef de cabinet, je ne sais plus quand j'ai changé. Mais donc tout ce que je faisais, je devais le faire avec l'autorisation du prince Albert et même du roi. En ce compris votre présidence du mouvement. En ce compris ma présence même à ces réunions. Donc tout ce qui a été fait en matière de balbutiement de l'environnement en Belgique, c'est intéressant pour l'histoire du mouvement, a été fait avec l'accord du prince Albert et du roi. Et est-ce que vous pensez que ce lien tout à fait étroit que vous êtes en train de décrire là était perçu par les autres acteurs, donc les acteurs économiques? Alors, il y a des personnes qui le percevaient très bien, comme par exemple André Olef, qui était au comité de contrôle de l'électricité avec Albert Thijs. Albert Thijs était président de l'Electrobel, on disait Electrobel à ce moment-là. Eh bien, c'était donc un homme d'une origine capitaliste, si on peut dire, pour résumer, un homme qui a de la fortune, dont la famille avait été active au Congo, Tysville, dans Tintin, le Tysville, et qui avait donc qui avait du bien, on dirait ça naguère, on aurait dit il avait du bien. Eh bien, il était tout de suite sensible aux problèmes de l'environnement, alors qu'il dirigeait une société qui produisait de l'électricité, avec des limites. Ce qui n'a pas empêché qu'il nous a financés, comme tu te souviens. Il nous a donné 500 000 francs à l'époque. L'Electrobel nous a donné 500 000 francs. Et puis tout à coup, quand on a commencé à s'occuper du nucléaire, ça a été arrêté. Mais jamais Albert Thijs ne l'aurait fait s'il n'avait pas su que j'avais derrière moi l'accord du prince Albert. Mais donc ça veut dire aussi que on pourrait aller jusqu'à dire qu'il y a eu une forme de parrainage de la part de la... Indirectement. Sur l'émergence... La monarchie se rendait compte que la Belgique avait un terrible retard.
se rendaient compte qu'à l'époque, si des mouvements associatifs, de manière volontaire, si des citoyens ne prenaient pas la chose en main, rien ne se ferait, ou bien qu'on accroîtrait le retard, et ils ont laissé faire. Et puis après ça, le prince Albert a été très actif dans plusieurs conférences internationales à Strasbourg, à La Haye, à Stockholm, et là, il a payé de sa personne. Et je voudrais vous donner un ou deux petits exemples où il a pris des risques. Il y avait à Anvers, derrière l'hôtel de ville, des superbes maisons gothiques, de très hautes maisons gothiques. Et à un moment donné, une association libérale, donc qui avait une connotation politique, prévient le Belvédère que la commune d'Anvers, la ville d'Anvers, va les abattre. Et disent, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour les sauver? Bon, on en parle entre nous, entre mon patron et son frère, et on se dit comment faire pour ne pas... D'abord, moi je ne dois pas découvrir la couronne, enfin il y a 40 ans de ça. Comment faire pour que ces maisons ne soient pas démolies? Alors le prince a, j'ai oublié les détails, a répondu une lettre, je crois, en disant qu'il allait intervenir auprès de la commune. Un des échevins, M. Geldof, a dit « Comment se fait-il qu'un membre de la famille royale intervienne dans la gestion communale ?» Ça a été jusqu'au Parlement, où il y a eu des interpellations de M. Geldof. Et pour finir, le président de la Chambre, qui était Van Acker, je crois, qui était à sa façon rondouillarde, a dit « Ce n'est pas le prince Albert, ce sont ses collaborateurs qui ont un peu déraillé. » Et donc là, il y a eu une intervention volontaire pour sauver des maisons qu'on a d'ailleurs reconstruites à Bocrègue. On les a déplacées, on les a mises à Bocrègue. Donc on créait du faux vieux. Et dans notre association, vous aviez d'ailleurs des associations qui étaient pour le faux vieux, pour le façadisme, la Ligue esthétique, et d'autres qui étaient tout à fait contre. Naturalisme et alors Raymond Lemaire et Jan Tang, etc. Donc vous aviez des... Mais donc à mon avis, on va y revenir, mais on a déjà touché là un peu aux relations entre l'associatif et le politique, à son étage le plus élevé. Mais vous avez fait allusion aussi au fait que vous avez eu une vraie capacité de convaincre au départ le monde industriel avec les 500 000 d'électrobel, mais aussi avec la fermeture immédiate des robinets quand la thématique abordée. C'était bien 2-3 ans après ça, non? Oui, à partir du moment où nous nous sommes interrogés. Donc, à la question du financement, j'aurais voulu essayer d'aborder un peu. Ça a quand même très rapidement diminué, et surtout à partir du moment où toi, Michel, tu as quitté la présidence, et on s'est retrouvé un petit peu orphelin, j'y reviendrai tout à l'heure, mais quand même pour revenir à cette fermeture du robinet des électriciens, on n'avait pas pris position sur l'UPR. À un moment donné, on a posé des questions et on a voulu susciter un débat, appuyé d'ailleurs par André Orlef, qui avait créé un comité des sages. Et nous étions invités comme observateurs, on pouvait donner des avis, etc. Et à partir du moment où nous avons posé des questions, nous avons reçu une lettre du chevalier Thès, Électrobel, à l'époque d'Électrobel. Disant interrompre le lanceur de son rôle, qui est de protéger, et je cite, les petits oiseaux et oui, c'est ça. Enfin, vous vous rendez compte, à ce moment-là, évidemment, notre budget était mobilisé. On a eu des dons personnels, de personnes qui semblaient motivées par l'environnement, mais ça a diminué très rapidement, et surtout à partir du départ de Michel Lidizen comme président national, nous n'avons eu quasiment plus de ressources privées, ni de personnes, ni d'entreprises. Et alors votre survie était basée sur quoi? Entre-temps, nous avions connu une certaine dynamique, nous avions développé un minimum de secrétariat, on avait déjà des régionales, ça aussi il faut peut-être y revenir, c'est que d'emblée, nous avions dans notre statut des régionales avec une grande autonomie. Donc on reconnaissait le fait régional avant même... Avant le fédéralisme. Oui. Et c'était dans un esprit fédéraliste, pas encore confédéraliste, là, devenu confédéral par après. Mais donc, on était très progressiste finalement, aussi bien dans nos objectifs que dans nos structures, notre organisation. Et par ces régionales plus autonomes, nous avons pu obtenir des subsides. Donc là, vous avez marché à un subventionnement public. Oui.
petit à petit, parfois sur des projets d'études, ce qui a posé problème aussi, par exemple, du côté néerlandophone. Bon, à un moment donné, je négocie 2 millions de contrats d'études avec le ministre de Zaag, et au moment de la signature, il me dit je ne donne de l'argent qu'à Bond-Beteler Vlaanderen. Moi j'étais à cette époque secrétaire national et secrétaire général de Bond-Beteler Vlaanderen, et d'ailleurs aussi d'Inter-Environnement Wallonie, je n'aurais pas moyen d'avoir. Et j'ai dû retourner à mon conseil d'administration en disant je suis désolé, mais voilà, il y a de l'argent pour la Flandre. Ça a créé de grosses tensions, et ça a aussi démontré qu'à partir de ce moment-là, il fallait pousser l'autonomie régionale, parce que plus jamais on aurait de l'argent au niveau fédéral. Et donc, pour la suite, alors, quand on arrive à cette scission ou à ces antennes définitivement régionales, la partie de financement public devient assez rapidement prépondérante, ou bien vous continuez à jouer sur le tableau privé-public matériellement? Pourquoi cette question-là? C'est que matériellement, maintenant, une structure comme Inter-Environnement repose à 85-90% sur du financement public, et donc c'est d'une certaine manière une reconnaissance du fait que les problématiques environnementales percolées définitivement dans les politiques, et qu'on ait une reconnaissance des politiques dans ce financement, ce qui peut d'ailleurs poser pas mal de questions en termes d'indépendance, parce qu'on peut avoir autant de questions sur un euro provenant du pouvoir public que sur un euro provenant du secteur privé. Et donc vous avez quand même pu assez rapidement vous ancrer dans un financement public structurant. Oui, mais à travers les fédérations régionales. C'est ça, oui, c'est ça. Par le fait du fédéralisme. Oui, au niveau fédéral, nous avons quelques appuis, si je ne me trompe pas, à partir du moment où Ludo est devenu ministre de la Santé publique et de l'Environnement. Et il a créé une commission d'appui, et à ce moment-là, nous avons eu quelques aides au niveau national, ce que nous appelions comme national, qui comprenait finalement 3 personnes, moi-même, un collaborateur scientifique, une assistante. Pour le reste, c'était régionalisé, il y avait des secrétaires régionaux. Comme je disais tout à l'heure, les premières années, faute de moyens, j'ai cumulé 3 fonctions. Bon, à un moment donné aussi, ça c'était au niveau bruxellois, un de nos administrateurs, après l'incident de Zaag, m'a pris à partie en disant on voit bien que le boulot est un flamand. Oui. Il y a eu quelques. Oui. Et on n'avait pas le choix, c'est seulement pour vous expliquer que pour obtenir des subsides, nous devions suivre la voie des l'ambiance politique du moment qui voulait. Mais depuis le début, depuis le tout début, depuis les premières réunions, on a établi le principe que quelle que soit la provenance des fonds, nous affirmions que nous restions indépendants, qu'on ne tiendrait pas compte, qu'on ne se laisserait pas acheter, quoi. Oui. Et il y a quelques personnes, il faut quand même dire que dès le début, nous avons eu quelques alliés, par exemple Guy Spitals. Guy Spitals, c'est un homme qui a tout de suite compris le problème de l'environnement. Il a d'ailleurs écrit un article dans le Pourquoi pas, à ce moment-là. Luc Dore, comme tu as dit. Il y a eu quelques, peut-être pas ténors à l'époque, mais enfin quelques coming men politiques et syndicaux qui ont compris l'enjeu. Et donc vous dites, c'est toujours dans les statuts et en très très bonne place aujourd'hui d'Inter-Environnement, c'est-à-dire cette indépendance complète de pensée et de parole, qui est un exercice d'équilibriste. Hein, donc tout à fait. On a de manière assez récurrente des phrases assassines du style on ne mord pas la main qui vous nourrit, alors que dans une démocratie saine, on peut estimer au lendemain des élections, les partis dans l'opposition sont financés, la presse est financée. Donc a priori, une démocratie saine finance un contre-pouvoir et la mouvance environnementale. C'est ce que nous avons toujours dit d'ailleurs. Donc là, on retrouve des traces génétiques totalement intactes 40 ans après de ce que vous avez. Et d'ailleurs, à l'étranger, je me souviens que les Français nous observaient en disant vous aviez le plus grand retard et maintenant vous avez une avance intellectuelle. Jean-Marie Pelt. Tu te rappelles de Jean-Marie Pelt? Jean-Marie Pelt disait mais c'est incroyable ce que les Belges sont occupés à faire. Ils sont occupés à créer une espèce de fédération. On appellerait en flamand une overkoepelendorgaan. Nous ne sommes pas capables de le faire. Ils reçoivent du financement public ou du financement de l'industrie et ils crachent dans la main. Et malgré ça. Oui. Il était venu en Belgique d'ailleurs en parler. Quand vous disiez tout à l'heure que les premières discussions entre
entre les 6 penseurs d'origine et les associations pour les attirer dans une fédération, que ces discussions n'ont pas été un long fleuve. Non, c'est très dur, très très dur. Il y avait quelle peur de la part de ces associations de se dissoudre dans une fédération Oui, je pense. D'abord, il y avait par exemple l'Entente nationale pour la protection de la nature qui trouvait qu'elle était nationale, représentative et qu'éventuellement elle aurait pu élargir ses objectifs. Être elle-même cette fédération. Pardon. Et être elle-même cette fédération. Oui, il y avait des associations quand même assez puissantes et bien organisées, notamment en Flandre, Nature Institute, School animé par Herman Feu, Herman Delonoy, qui avait une vision aussi assez large. Le terme Nature Institute, donc la nature et l'environnement, c'était déjà dans leur perspective. Ils avaient des articles aussi dans leur revue qui touchaient aux formes de pollution, nuisance. Aussi, on en a parlé, mais le bruit, par exemple. On a eu parmi les membres la Ligue contre le bruit, et des associations de ce type-là, enfin des nuisances très pointues. Et donc je pense qu'un certain nombre, les Grenobliers aussi au départ, ont craint d'être chapeautés, d'être embrigadés, de perdre leur autonomie, d'avoir aussi une concurrence dans la recherche des moyens financiers. D'ailleurs, on n'a jamais réussi à faire des membres individuels. On avait des membres sympathisants, mais ça représentait 2 fois rien. À un moment donné, grâce à la générosité d'une agence de publicité, nous avons mené une campagne de publicité, d'appel de fonds. Ça n'a rien donné. Le slogan, c'était « À quoi cela sert-il de gagner plus pour vivre moins bien ?» Bon, à mon avis, le slogan n'était pas tout à fait parfait et on voyait comme image un environnement absolument affreux, sinistre, etc. Ça n'a quasiment rien donné. Le fait de déductibilité fiscale, ça a duré longtemps aussi, puis il a fallu également régionaliser ça. On a vraiment eu de très très gros problèmes financiers au départ, avec un personnel très motivé, mais très mal payé. Oui, c'est ça. Oui, alors on a eu des tensions idéologiques aussi. Par exemple, René Schoenbrod. René Schoenbrod, pendant très longtemps, avec l'ARO, n'acceptait pas cette idée d'une espèce de grand mollusque, une grande fédération. Et il voulait quelque chose de beaucoup plus militant. Et il a fallu très longtemps pour le convaincre. Mais quand il a été convaincu, il est devenu un allié loyal et tout à fait fort, un pilier. Et donc on retrouve encore, même maintenant dans la fédération, on a gardé des garde-fous absolus du style une association égale une voix. Donc dans notre assemblée générale, quelle que soit la taille de l'association, qu'elle soit professionnelle, qu'elle ait fin de charger de mission ou qu'elle soit tout à fait bénévole, elle a le même poids dans la fédération. Et il reste, mais à la marge, parfois même, on sent des potentielles tensions, les mêmes, sur est-ce que finalement la recherche de fonds que fait la fédération pour vivre n'empiète pas sur la recherche de fonds que nous pourrions faire nous, en tant qu'association, ou est-ce que le rôle de lobby qui est exercé par la fédération ne pourrait pas, à juste titre, être exercé par nous, association, puisque nous sommes hyper pointus sur ce sujet-là. Donc la fédération s'en sort par le haut en disant que nous tentons, nous autres, de faire un lobby qui soit déjà qui est déjà en son sein équilibré d'une série de données. Je vais prendre un exemple comme celui de l'éolien. Intergouvernement a sorti une position sur l'éolien, qui est déjà une réconciliation de nos associations protectrices des oiseaux, de celles protectrices des paysages et de celles soucieuses de l'énergie durable. Donc, d'une certaine manière, on mâche déjà une partie de l'arbitrage politique en faisant en notre sein même. À l'émergence de ce mouvement-là, quels étaient à vos yeux les publics cibles privilégiés? Donc, je vais répondre sur ce que nous faisons maintenant. Donc très clairement, nous autres, le politique reste un public cible, par l'action de lobby qu'on peut avoir. L'administration reste un. Nos associations membres en restent un privilégié en termes d'éducation permanente ou de choses pareilles. Et une volonté de plus en plus affirmée maintenant d'Intergouvernement de retourner vers le grand public, le public non membre de nos associations, sans doute inquiet des problématiques environnementales, mais qui n'a pas d'endroit où l'exprimer. Donc voilà en gros les publics vers lesquels on se dirige. À l'époque, quels étaient à vos yeux les publics que vous deviez toucher prioritairement? Je pense aux politiques le formation, parce qu'on a eu une succession de gouvernements dans ces années-là, vous en souviendrez. Je ne vais pas énumérer tous les premiers ministres ou les formateurs. Nous avons
fréquenté. Chaque fois, on arrivait avec un cahier de revendications, un mémorandum, qui faisait toujours l'objet d'un consensus, il faut le dire aussi. On a essayé de toucher le grand public parce que, comme disait Michel Didissem, ça s'inscrit aussi, l'action s'inscrivait aussi dans ce réveil d'une conscience consumériste, c'est-à-dire le droit du citoyen d'avoir un environnement de qualité. Et donc son mot à dire sur ce qu'il consomme. Exactement. Et donc à un moment donné, nous avons eu d'ailleurs une avalanche de demandes particulières qu'on a essayé de gérer. Et moi, personnellement, j'ai très vite abandonné ce type de travail qui était au détriment de l'action fondamentale qu'on faisait. Mais il y avait des particuliers qui écrivaient parce qu'il y avait des nuisances d'un voisin, etc. Je pense qu'une des premières actions, quand même avec beaucoup d'impact, a été notre participation à la première conférence des Nations Unies sur l'environnement humain. En tant que fédération. À Stockholm en 1972. Elle était présidée par le prince Albert. Et donc vous aviez un an. On avait Non, tu veux dire la délégation belge était présidée par le prince Albert. Oui. Mais il y avait Interenvironnement, mais il y avait quelques fonctionnaires aussi. Oui, nous avions la plus grande délégation. Après, c'est les États-Unis. Et donc, mais donc on revient au point de départ, c'est que vous avez emporté Interenvironnement dans vos valises à côté du prince Albert, quand même. Un petit peu. Oui, c'est ça. On est allé avec un avion militaire à Stockholm. Il ne faut pas s'en cacher. Non, il y a eu un fort appui de la famille royale. Oui, mais c'est clair. D'ailleurs, il y a eu... On ne peut pas imaginer qu'une fédération qui ait un mandat... Il faut reconnaître que dans toute l'Europe, on est royaliste ou on ne l'est pas pour certains pays, mais dans toute l'Europe, pratiquement toutes les familles royales ont été à la pointe dans cette affaire-là. Le duc d'Édimbourg avec le World Wildlife Fund, Henrik de Danemark aussi. Bon, alors tu disais, les publics politiques, on a fait une démarche chez Le Burton, qui formait son gouvernement, le grand public à travers la presse, et moi j'ajouterais les comités de quartier. Parce qu'il y a eu une masse de comités de quartier qui se sont créés dans toute la Belgique, à ce moment-là, inspirés par nous, ou inspirés par ce qui se passait à l'étranger, ou simplement parce qu'ils avaient des nuisances qu'ils ne supportaient plus. Et là, il y a eu une gigantesque activité qu'on n'a pas pu complètement récupérer, pour employer un vilain mot. Oui. Ouais. Là, il y a quelque chose d'assez fondamental à ce que vous dites là pour le moment. C'est on a eu un gros questionnement ces dernières années à Interenvironnement sur la manière de capturer la nouvelle militance. Parce que autant dans les années 70, l'outil ou le format ASBL, avec un conseil d'administration, des assemblées générales, on est membre d'une ASBL, on paye sa cotisation, était la norme. Autant la génération qui est derrière la mienne a une forme de militance tout à fait différente. Donc ils ne vont pas s'affilier à une association, ils ne vont pas accepter les lourdeurs ils vont simplement répondre à une pétition, ils vont assister à une manifestation, mais un jour sur les personnes en décrochage et un autre jour sur l'environnement. Donc ils peuvent assez vite. Et donc on a nous autres toute une réflexion sur cette capacité de recapturer cette nouvelle militance. Et tous ces comités de quartier ou toutes ces associations dont vous faites référence dans les années 70, elles sont toujours dans nos assemblées générales, mais certaines d'entre elles ont fini par vieillir avec leurs membres fondateurs. Et donc on est confronté à cette difficulté de continuer à être le réceptacle d'une militance environnementale, mais qui a très fortement changé son mode de militance. Un problème qu'on a rencontré, tu ne me contrediras pas, c'est que ces mouvements spontanés, ces comités d'habitants spontanés, d'abord parfois étaient l'un contre l'autre pour le même endroit. Oui. Il y en avait deux sur la place Saint-Job à Uccle qui voulaient diamétralement... Vous voulez tous les deux être membres de votre fédération? Non, ils voulaient avoir leur mot à dire. Oui. Les uns étaient pour comment on appelait ça, le petit ring, une histoire comme ça, et les autres étaient contre. Mais surtout, très vite s'est posé le problème de leur relation avec les élus, avec les mandataires élus. Beaucoup de mandataires élus qui n'avaient pas compris le mouvement associatif, l'émergence du mouvement associatif, disaient « les seuls qui sont légitimes, c'est nous. Oui. Nous avons été élus. Les autres ne sont pas légitimes. » Et c'était une espèce de conflit qui semble, enfin moi je ne suis plus ça de très près, mais qui semble s'être atténué, puisque maintenant les mandataires élus donnent la parole sous forme de concertation organisée, ou bien simplement en les laissant parler, au comité de quartier. Et alors je crois qu'il y a une ville, est-ce que c'est pas Bologne, qui a organisé très très tôt dans l'histoire du mouvement environnemental une espèce de conversation entre les élus
et les comités de quartier de Bologne. C'était une ville communiste d'ailleurs, Bologne, à l'époque. Mais à nouveau, cette question-là est une question qui nous revient assez régulièrement. Donc moi, j'ai pendant les 15 années de présidence, rencontré à moult reprises des ministres de tous horizons. Et la question de la légitimité du mouvement a été très régulièrement posée. Et donc on peut se recroqueviller devant ces 150 associations membres qui forment autant de légions qui justifieraient notre légitimité. Et le discours qu'on entendait effectivement assez régulièrement était que le politique, lui, avait des comptes à rendre à chaque échéance électorale. Et que le monde associatif n'avait pas cette obligation. Et donc, cette question de la légitimité de la mouvance environnementale a été régulièrement posée, mais je pense, comme vous le dites, qu'elle a été maintenant fortement désamorcée et qu'il y a largement dans l'opinion publique, en tout cas ça c'est intéressant par exemple, quand on demande aux citoyens sur quel type d'organisme il fait le plus confiance, et on met là-dedans les universités, le politique, l'associatif, très régulièrement, le niveau de confiance, dans le baromètre de confiance, le monde associatif est est généralement premier. Probablement pour deux raisons, je pense. C'est le fait qu'il se batte pour un combat global et son statut d'associatif, donc assez largement bénévole, est probablement aussi un des autres piliers de la confiance. Ça m'intéressait de savoir, on avait constaté que dans plusieurs domaines, il y avait une espèce de frontière en Europe entre le monde, appelons-le à dominante protestante, et le monde à dominante catholique. Je mets l'Irlande dans le monde à dominante protestante alors que le Sud est catholique. Mais on n'avait pas beaucoup de rapports, mais on sentait que dans le monde scandinave, par exemple, il y avait une grande agitation populaire et citoyenne, aux Pays-Bas aussi, en Belgique, et beaucoup moins dans les pays du Sud. Et on voit ça d'ailleurs maintenant dans la crise économique aussi, la différence, la discipline budgétaire d'un côté, un plus grand laxisme, plus grande économie noire. Et ça m'intéressait, est-ce que vous voyez encore une très grande différence entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe en matière de mouvements environnementalistes à l'heure actuelle ou pas? Oui, il y a un point sur lequel il faudra sûrement qu'on revienne, c'est l'émergence de l'Europe va évidemment avoir des conséquences majeures en termes environnementaux, sur la manière dont nous autres on va les aborder. Mais c'est clair que dans toute une série de matières, que ce soit aménagement du territoire, conservation de la nature, mise en œuvre de Natura 2000, etc., la différence nord-sud reste une différence très forte, hein. Malgré tout très prégnante. Ne fût-ce que dans le triage des immondices, par exemple, la discipline, le triage. Mais donc, on a parlé du passage d'un État national à un État fédéré, mais il est clair aussi que chez nous, l'émergence de la dimension européenne va avoir un impact majeur. La plupart des grandes audaces politiques en matière environnementale sont dues à des directives européennes. La Commission. Qui, à un certain moment, vont s'imposer aux États membres, ils vont devoir les traduire en droit national. Et il est clair que d'énormes bonds en avant qu'on a pu faire en matière environnementale est dû à la création de l'Europe. Beaucoup d'États-nations n'auraient pas osé. On a un peu cette impression-là, et vis-à-vis de problèmes globaux comme le changement climatique, on a l'impression que plus la représentation politique est éloignée de la localité, et plus l'audace peut être grande. C'est normal, un gouvernement mondial en matière de réchauffement climatique est probablement à terme une des seules solutions. On n'imagine pas qu'un politique local ou national ait osé Natura 2000 parce que l'impopularité aurait été trop grande. À partir du moment où ça vient de l'Europe, cette distance-là est plus jouable. Moi, je vais revenir un instant sur la question de légitimité. Ce qui a été une des forces d'interenvironnement bon de l'IF milieu, et l'est probablement encore aujourd'hui, c'est qu'on a quand même été capable de mobiliser sur des thèmes très précis suffisamment de citoyens pour pouvoir infléchir certaines politiques. Bon, je vais prendre 2 exemples, 3. D'abord, la suppression de la tenderie. Leo Tindemans, ministre de l'Agriculture, je ne sais pas pour quel motif, décide de supprimer la tenderie. Tout de suite, André Cause, vice-premier ministre, et qui dépendait... Qui était dans le fief. Qui était dans le fief des tendeurs, absolument. Même que le ministre Lief, je pense qu'il s'appelait un West flamand, là aussi, une tenderie extrêmement développée. Ont voulu remettre en cause cette décision qui est posée.
Et il y a eu une réunion du gouvernement où, à un moment donné, Hugo nous a dit, vous savez, j'ai derrière moi 45 000 tendeurs, voici leur signature. Et à ce moment-là, un collaborateur Telemans a dit, et moi j'ai 105 000 signatures du mouvement environnementaliste. Et c'est encore le matin même que j'ai été les déposer au cabinet là-bas. Il y a eu l'action contre la construction de l'Est 3, toute la problématique de l'eau, qui évidemment avait le but de soutenir les pillages de la Meuse, parce qu'on était déjà dans une logique de... Les barrages, oui, je me rappelle. Et le bétonnage des rives. Oui, on était dans une logique aussi tout à fait. préparer le nucléaire, il fallait davantage... C'était une logique d'ingénieur. Hein. Il fallait aussi diluer la pollution, etc., etc. Mais là aussi, on a réussi à avoir des campagnes appuyées aussi par les médias. J'avais oublié ça. Et il faut dire qu'on a été appuyé aussi, puisqu'il faut être très clair. Par des châtelains. Par des châtelains, mais qui jouent très souvent aussi un rôle extrêmement positif de grands propriétaires terriens et de protecteurs de la nature. Même un de nos administrateurs à l'époque, qui nous aimait pas trop, avait tout près de là, une partie de la forêt de Soigne, mais c'est la partie qui est encore la plus saine, la mieux entretenue, la plus équilibrée. Et vous irez jusqu'à dire que les balbutiements du mouvement environnemental ont été quand même ont percolé largement dans ce milieu-là, social très précis? Non, justement, c'est ça qui a fait la richesse. Oui, la diversité. On l'a dit, il y a des comités de quartier, il y a des groupuscules, il y a des gauchistes. Moi, j'ai assisté à je ne sais pas combien de réunions dans des salles paroissiales au fin fond de Flandre et de Wallonie. Mais dans d'autres milieux, il y avait évidemment une défense d'un intérêt particulier, c'est certain. Mais quand même aussi, il faut le dire, dans le chef de certaines personnes que moi j'ai rencontrées, je m'en souviens, notamment au sein de l'Entente, un véritable souci. Nous avons hérité ce patrimoine naturel, on doit le protéger. Oui, puis il n'y a pas spécialement d'opposition entre... Il y a des moments où l'intérêt particulier peut rejoindre l'intérêt collectif. Tout à fait. Non, ils avaient... Comme disent les dirigeants du National Trust en Angleterre, les meilleurs conservateurs sont les anciens propriétaires dans les châteaux. Et le milieu auquel Marc fait référence, qui gérait souvent des centaines, voire des milliers d'hectares, savait qu'il ne fallait pas mettre trop de conifères, savait qu'il fallait des plans de chasse. Ils étaient pour la chasse. Moi, personnellement, je déteste la chasse. Mais donc, il y avait des petits conflits là. Ils étaient pour la chasse, mais pour une chasse réglementée. Donc, jusqu'à un certain point, ils étaient contents de trouver une espèce de mouvement global qui s'intéressait au sol et à l'aménagement du sol. Ils savaient tous très bien que bétonner les ruisseaux et bétonner les rivières, c'était une catastrophe. Je te rappelle les histoires des prairies humides dans les méandres. Oui, les humides. Et alors, près de Daverdis, le barrage de la Lesse, la famille Enrico qui nous a soutenus. Donc, Et je reviendrai sur le point relatif à la Tendrie, me fait rebondir sur une autre question. Il y a un questionnement global en Europe, et on le voit par exemple dans des pays comme l'Italie, sur la démocratie parlementaire qui est remise en question sur son mode de fonctionnement, ce qui était quasiment le cas dans la Tendrie aurait pu se discuter simplement entre élus. Elle a été interpellée par une mouvance citoyenne. Donc comment est-ce que vous analysez à cette époque-là et aujourd'hui la capacité de construire aussi un pan de la démocratie sur l'action citoyenne par rapport à la légitimité de l'élu? Donc comment est-ce que cette confrontation peut devenir davantage une synergie à vos yeux? Donc est-ce qu'il y a moyen de refonder la démocratie par ce genre d'outils? Moi je crois c'est une question d'organisation. Prenez le cas de la Tendrie, Marc l'a bien dit, les tendeurs étaient très bien organisés. Ils se savaient menacés. Ils savaient qu'ils faisaient des choses répréhensibles, disons. Donc ils s'organisaient pour maintenir leur sport ou leur... Et contre un groupe organisé, il fallait un autre type d'organisation qui a été la pétition. Et je crois que dans beaucoup d'aspects de la vie en société, la démocratie simplement représentative, aller aux élections une fois tous les 4 ans, donner sa voix et se faire représenter pendant 4 ans, ça ne va plus. Non. Donc il faut des types d'organisation
qui sont parfois exagérées, qui vont parfois dans le mauvais sens, c'est très possible. Mais il faut donc une citoyenneté active, Oui, c'est ça. et pas seulement dans l'environnement. Oui, tout à fait. Nous avons été un des leviers, Oui. Oui, voilà. intégrant aussi toujours la dimension sociale. Il ne faut pas l'oublier non plus, on n'en a pas assez parlé, mais quand il s'agissait de faire des choix, par exemple en matière d'aménagement du territoire, il y avait aussi une dimension sociale qui était liée à ça, les problèmes d'emploi, l'extension, je parlais essentiellement de la Flandre, autour de la rive gauche de l'Escaut. D'ailleurs, une des cofondatrices d'Interenvironnement Bon-Béthelé était de Mitzmet. Elle était l'égérie d'un comité d'action qui s'opposait à l'extension du port d'Enfer sur la rive gauche. Bon, on n'a pas pu l'arrêter, mais je veux dire qu'il y a eu là des formes de participation citoyenne assez directes qui ne sont pas du tout en contradiction avec la représentation parlementaire. Et moi, je constate qu'il y a quand même cette tendance qui se poursuit et que Interenvironnement, Bon-Béthelé, ont été des leviers et dans d'autres secteurs, on trouve le même. Alors, une question qui peut paraître relativement étonnante aussi, hein, enfin une analyse qui est un peu étonnante, c'est qu'on est quand même dans un pays où, que ce soit l'enseignement, que ce soit les syndicats, que ce soit une série de... Donc on assiste à une énorme pilarisation de la société. Et donc comment... On a un principe fort chez nous à Interenvironnement, c'est que je suis totalement incapable de dire, dans tous les administrateurs que j'ai vus défiler pendant 15 ans, quelle était leur étiquette politique. Et il y a dans nos statuts une obligation de quitter le CA dès qu'on se lance dans activité politique. un engagement politique. Ça a été un de vos soucis de départ, ça s'est fait comme ça ou... Comment se fait-il que la mouvance environnementale peut très difficilement être cataloguée, ou ne l'est pas? Elle n'a pas été... Elle était plutôt considérée de gauche, hein, progressiste de gauche. Oui, mais enfin, quand toutes les tendances politiques et toutes les familles politiques étaient représentées. Mais bon, on ne va pas parler de mon cas précis, mais c'est un exemple. En 79, quand il y avait les premières élections directes du Parlement européen, moi j'étais fort déçu par le manque de résultats, malgré presque 10 années d'action environnementale. Et je trouvais qu'il fallait franchir le pas vers la création d'un parti politique. Et j'ai pris un congé politique. Je devais prendre ce congé politique, forcément, parce que ce n'était pas compatible. avec sa fonction. Une fonction qui était neutre, politiquement. On a eu un gros succès, c'était la création d'Agalef, ça a été la percée d'écolo. À quelques sièges près, je n'ai pas été élu. Et donc j'ai dû, après mon congé politique, réintégrer ma fonction de secrétaire national. Là, j'ai vu des tristes mines autour de la table. Toi, tu n'y étais plus, heureusement, ou malheureusement, parce que tu aurais pris ma défense. Mais je me suis fait attaquer par tout le monde. Et donc, vous ne pouvez pas revenir vierge dans la structure. Non, et alors je disais, oui, mais toi, j'ai dit, tu es socialiste. Si j'avais été socialiste, tu ne m'aurais pas critiqué. Toi, tu es CVP. Et donc, une fois qu'on franchit le pas, c'était... Et alors, ça a été la liquidation du secrétariat national. Oui. On a supprimé ma fonction. Moi, je me suis retrouvé au chômage. Enfin, c'est une autre histoire. Mais pour dire qu'on a quand même toujours veillé à non, il n'y a jamais eu de recherche d'équilibre, elles étaient spontanées. Non, c'est ça, voilà, tout à fait. On n'a exclu personne. D'ailleurs, au départ, il y avait, ils existaient encore, il y avait même Louis Van Gaete du Parti communiste. Communiste, oui. Qui était d'ailleurs un de ceux, j'ai cité Spitaz, mais Van Gaete était un type qui avait compris. Un soutien dès le départ. Communiste, président du Parti communiste. Et alors aussi, mais c'est surtout aussi, non, dans les deux régions, la Volksunie en Flandre et le Rassemblement Wallon nous ont fort appuyé aussi. Paul-Henri Gendubien a joué un rôle important à l'époque, et alors Willy Kuipers, Maurice Koppiter du côté de la Volksunie, qui a été, je pense, le premier parti à organiser un congrès sur l'environnement. Et par intuition de leurs deux présidents respectifs, ou bien disons que dans le cas de Paul-Henri Gendubien, il y avait déjà aussi un intérêt, oui, tout à fait, de famille par sa famille, etc. Du côté flamand, c'était, je pense, une prise de conscience devant l'aménagement du territoire, le fait aussi que la Flandre explosait littéralement sur le plan économique, et construction, autoroute, les politiques de bétonnage de M. Desailles, etc., le lotissement des dunes de la Panne qu'on a su stopper, heureusement, le projet tout à fait fou d'un canal de poussage du canal qui devait contourner Anvers et assurer une liaison plus directe avec Liège, où en fait,
Anvers aurait été perdant parce qu'on a eu un accès plus rapide à Rotterdam. Et là aussi, c'est intéressant de voir comment nous avons procédé. Nous avons fait faire une étude par l'université d'Anvers, à l'époque ça s'appelait, je ne sais plus comment, l'UFSIA, sur les coûts-bénéfices. Et ça, c'est aussi une arme intéressante que nous avons utilisée plusieurs fois. C'est de dire, voilà, il y a tel projet, mais quel est le coût total? Donc une analyse très scientifique chaque fois. Extrêmement scientifique, fait par un... des chargés de mission. Non, non, justement, par des experts étrangers, extérieurs, qui sont payés pour le faire. Ouais. Et là aussi, nous avons pu trouver de l'argent, forcément par des riverains assez aisés, habitants, Schoten, Maasgaard, etc. Mais ce projet a donc été carrément torpillé parce que la conclusion, c'était qu'en définitive, le coût était exorbitant, avec un bénéfice quasiment nul pour la ville d'Anvers, le port d'Anvers. Ça défigurait toute la périphérie verte d'Anvers. Hein. C'était incroyable. Le type qui a eu cette idée-là, Quel serait votre, presque 45 ans après le démarrage de tout ça, quel est votre regard commun sur la manière dont le monde environnemental a évolué et dans un deuxième temps sur la manière dont le politique a pu intégrer toutes ces données-là? Donc quel effet miroir est-ce que vous avez entre les années 70 Moi je ne connais plus assez le mouvement, votre mouvement à l'heure actuelle, je ne le suis plus. Mais j'ai l'impression que beaucoup des choses que nous espérions ont été intégrées dans la décision politique et dans la vie, peut-être avec des défauts et des faiblesses, mais que beaucoup de choses ont percolé, pour reprendre votre mot une seconde fois. Alors, se pose la question, comment est-ce que le mouvement environnemental peut évoluer? Est-ce qu'il a encore un sens ou qu'il n'a pas de sens? Je crois qu'il a évidemment encore un énorme sens pour l'environnement lui-même, mais je me demande s'il ne devrait pas donner naissance à un mouvement plus vaste, qui ne comprendrait pas seulement l'idée environnementale, mais qui reprendrait un peu les idées des indignés. Moi, j'ai l'impression que, vous disiez tout à l'heure, comment se fait-il qu'il y a certaines personnes qui ont soutenu et d'autres pas? J'ai l'impression que génétiquement, il y a des êtres humains qui n'acceptent pas l'ordre établi. Moi, j'accepte une grande partie de l'ordre établi, toute ma carrière en est la preuve, mais il y a une limite au-delà de laquelle je ne vais pas, où je deviens contestataire. Et pour l'instant, par exemple, dans le débat entre rigueur budgétaire et relance de la croissance sous forme d'un New Deal, disons un mot pour caractériser comme Roosevelt l'a fait, je penche plutôt pour relancer la croissance, sinon on va vers des insurrections populaires et violentes en Europe. Et je crois qu'il faudrait qu'il y ait des mouvements dans toute l'Europe qui structurent mieux ce que les indignés espagnols et d'autres ont fait, qui continuent ça, et qui alimentent l'Europe. Parce que la commission dont vous parliez, qui a certainement des grands mérites, dont celui d'être très loin de la décision, et par conséquent de pouvoir être impopulaire, il y a un moment donné où elle prend des décisions technocratiques et qui ne correspondent plus, où elle est complètement en déphasage avec ce que la population souhaite et a besoin. Et un jour, le rêve européen va s'écrouler parce qu'il devient trop technocratique. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que des mouvements qui existent, comme Interenvironnement et peut-être d'autres dans d'autres pays, ne pourraient pas s'élargir, adjoindre un wagon à leur convoi, qui serait de reprendre une espèce d'idée de contestation constructive, Fédérer une contestation. Oui, constructive. Voilà, un peu ça que je vois. Moi, je voudrais quand même être très clair sur le concept et le mot de croissance économique. Il faut être extrêmement vigilant. Si nous voulons une croissance durable. Elle doit être qualitative dans d'autres domaines de ceux qui ont été traditionnels et qui ont présidé au succès économique de notre société. Donc là, il y a un revirement total. Il faut être prudent. J'ai parfois un petit peu peur quand toi ou d'autres disent il faut répondre aux aspirations du peuple qui veut effectivement la croissance, mais dans la plupart de leur tête, c'est une croissance économique dans la perspective de celle que nous avons connue les dernières années. Et donc la question de la transition économique
qui est un terme plus neutre. Hein, oui, mais donc la question de la transition économique est vraiment devenue une question centrale dans les problématiques qu'on traite, et immanquablement, elle doit nous ouvrir à des publics nouveaux, comme ceux que vous citez. Parce que la transition économique va avoir des conséquences ou des répercussions bien autres qu'environnementales. Il y en aura des environnementales, mais il y en aura des sociales et des culturelles. Donc on doit trouver à fédérer des oppositions constructives. Il y a un monde nouveau qui est occupé à se créer. On ne sait pas encore très bien où il va, mais il faudrait que des organismes existants et qui ont fait leurs preuves arrivent à canaliser ça. Et toi, tu parles, je sais très bien à quoi tu penses. Tu penses aux limites de la croissance et au club de Rome. Mais on se rend très bien compte maintenant, avec looking back, en voyant avec le recul, que si tu n'as pas un millipoil de croissance qualitative et de transition énergétique, transition économique, l'humanité ne peut pas vivre. On est bien d'accord dessus. Pour rester un petit peu dans le sujet, il y a bien une interrogation, comment on voit. D'abord, clôturer sur l'économie, début des années 70, quand j'ai fait une tribune dans le Standard, écologie et économie. Et ce que je regrettais un petit peu dans le cercle, c'est qu'on attachait trop peu d'importance à l'analyse économique. On a créé deux, trois groupes d'études, on s'est un peu lancé là-dedans, mais ça n'a pas été très très loin. Ceci étant dit, moi je vois dans l'évolution, il y a eu d'abord une période de conscientisation aux origines qu'on a créé Interenvironnement. Puis je dirais, on s'est trouvé dans une phase de socialisation, c'est-à-dire que ça a percolé, ça a touché de plus large public. Mais ce qui manque encore toujours, c'est l'internalisation. Tout comme on parle d'internalisation des coûts, il n'y a pas encore d'internalisation complète ou suffisante du paramètre environnemental dans toutes les décisions politiques, sociales, économiques. Et là, il y a un travail gigantesque à faire, et là, je rejoins tout à fait Michel Lissem en disant aussi qu'il faut probablement élargir. Et ça pose d'ailleurs une question assez essentielle au niveau de la mouvance environnementale, et j'y faisais allusion dans le petit mot que je disais en fin de mandat. Il y a aussi un risque pour le mouvement environnemental, c'est que ces questions-là ont été à ce point intégrées dans les différentes politiques que finalement la question même de l'existence du mouvement environnemental pourrait se poser, parce que finalement on est beaucoup plus nous autres pour le moment dans un travail de synergie avec le politique qui a intégré nos questions. Mais il y a en même temps une nécessité absolue de nouvelles radicalisations de notre discours, et entendons bien sur la manière dont j'entends radicalité, c'est en revenir aux racines en fait, et donc reposer la question au monde comme il va, de où il va et de comment il y va. Et donc on ne doit pas nous autres se laisser empêtrer dans des synergies, dans des partenariats qu'on a avec le monde politique, avec le monde des entreprises. On doit continuer à le faire, mais on doit sans arrêt revenir à nos fondamentaux et se poser la question, quelle économie, quel développement, pour quel bien-être, sans quoi on est simplement absorbé par le mouvement comme il va. Oui. Mais cette préoccupation est inscrite dans notre premier manifeste, et toi tu en as été le principal auteur, même si nous avons tous adhéré à cette pensée, les fondements éthiques. Ah oui, les fondements éthiques, qui restent très actuels. Hein. Ça reste extrêmement actuel, et vous avez le document, on vous l'a remis, il faut le relire, ça n'a pas perdu de sa jeunesse ni de sa pertinence, et où on s'interrogeait aussi sur la finalité de l'économique et du monde industriel notamment, ce qui a évidemment suscité aussi beaucoup de critiques de la part de ce monde industriel, et qui nous a probablement aussi au départ limité dans les parties que l'on peut faire sur le plan financier. Je vois maintenant, parce que je m'occupe aussi encore toujours de l'environnement et dans un sens beaucoup plus large, développement durable notamment, même si c'est un oxymore, je vois qu'il y a toute une série d'entreprises qui changent fondamentalement de l'approche. J'ai eu des conversations récentes avec le top de Umicore et de Solvay. Il y a une véritable volonté de changer. Et qui est à des années-lumière du greenwashing, c'est vrai. Fondamentalement, oui. Il y a aussi des tricheurs. Des tricheurs qui emploient des budgets de publicité énormes pour faire croire que le monde est ouvert et que prenez des cigarettes vertes. Et ce qui est quand même étonnant, c'est de vous entendre dire que dans les années 70, vous sortez un papier dans The Standard sur le fait que l'écologie, c'est l'économie.
c'est quand même un discours. L'écologie politique, on l'appelait. C'est aussi une question qui doit sans arrêt être rappelée quand même. Ouais. Il y avait une interview d'un homme politique il y a moins d'une semaine en radio, disant qu'il fallait quand même mettre entre parenthèses pendant quelque temps les préoccupations écologiques parce que l'urgence de la problématique économique et sociale faisait en sorte qu'on devait un peu les oublier. Donc il reste malgré tout à rappeler sans arrêt cette incohérence de penser que l'économie et l'écologie sont... Mais au sein du gouvernement français, vous avez ce grand débat sur la transition énergétique, oui. Où on voit très bien que le lobby nucléaire ultra puissant essaye d'écraser tout le temps ceux qui veulent un certain pourcentage de renouvelables, tout le temps. Alors, il y a une chose aussi qui est un peu et qu'on a oublié de dire, qu'on a oublié du tout début, c'est que nous avons eu des ennemis. Hein. On a eu des ennemis terriblement armés intellectuellement, comme Monseigneur Gillon, qui était le recteur de l'Ovanium. Moi, je me rappelle d'un débat épouvantable sur le nucléaire, où il m'a ridiculisé, où il m'a écrasé, en disant que le nucléaire c'était ceci, que le démantèlement. Alors nous essayons déjà à l'époque d'intégrer le coût du démantèlement des centrales dès le début. La foutaise, etc. Mais alors il était Monseigneur Gillon, moi j'étais un pauvre petit. Et alors ça c'était une chose, donc les grosses têtes intellectuelles, et puis les autres qui nous ridiculisaient en disant défenseurs des vieilles pierres et des petits oiseaux. Hein. Nous étions les vieilles pierres et les petits oiseaux. Les petits oiseaux sont restés en tout cas. Encore toujours moins, hein, beaucoup moins. Oui. Non, et puis de toute façon, c'est une critique qui maintenant fait rire. Parce que, effectivement, moi j'aime bien les petits oiseaux. Moi je disais, moi j'adore les petits oiseaux. Oui, donc on a pu asseoir le mouvement pour lui donner suffisamment de crédibilité. Je pense effectivement que ça reste. Oui, mais il y avait effectivement beaucoup d'arrogance, notamment aussi dans le milieu académique. Et pour rester dans le nucléaire, une autre anecdote, dans un débat aussi avec le porte-parole des électriciens, le professeur Ordonat, mais qui se présentait comme scientifique. Il écoute mon discours et puis il dit ce que M. Dubrul dit ici, c'est très beau, mais c'est de la philosophie. Moi, je suis ingénieur. Oui, tout à fait. Et quand j'ai rétorqué, tiens, donc les ingénieurs sont-ils incapables de faire de la philosophie, évidemment, j'ai eu la salle de mon côté, mais c'était une vue tellement étriquée. Et ce que nous avons essayé de faire aussi, c'est d'avoir une ouverture, une approche holistique, montrer comment il existe des liens, des rapports, que tout est en tout, et qu'on ne peut pas isoler un problème, même quand il s'agit de sauvegarder un quartier valeur historique ou un quartier social, etc. Et chaque fois, la perspective plus large d'ouverture. Il y a une chose que je voudrais bien dire quand même pour l'histoire, si on peut dire, hein, parce que c'est quand même intéressant en dehors du problème de l'environnement, c'est le rôle du prince Albert, du roi Albert. Je crois que personne ne sait qu'au début du quartier des Arts, de l'ASBL, le quartier des Arts, donc en 1967, le prince Albert a été toutes les semaines à la ville de Bruxelles prendre part à une réunion avec le bourgmestre Van Alteren et le directeur général des travaux, M. Fallas, pour essayer d'insuffler un esprit d'urbanisme à cette ville qui était en pleine bruxellisation, comme on l'a appelé. Donc c'est quand même intéressant à savoir que cet homme qui est maintenant le souverain l'a fait et qu'il a participé, comme disait Marc Dubrul, à au moins 7 ou 8 congrès où il a pris la parole. L'un d'eux d'ailleurs était à Strasbourg. C'était assez drôle parce que les grands speakers, c'était le prince Bernard des Pays-Bas, le duc d'Édimbourg, le prince Henrik, le prince Albert, et puis tout à coup on a annoncé, et maintenant monsieur le prince Ringuet. Tout le monde a éclaté de rire, le professeur le prince Ringuet. Donc il y a eu un vrai rôle là. Mais on touche là à une question qui peut s'élargir aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il y a dans la personne du prince la distance du souverain, mais en même temps l'extrême proximité du débat communal bruxellois. Et on pourrait rapprocher ça à ce qui reste du rêve européen et à la nécessité de le maintenir, c'est-à-dire la grande capacité quand le pouvoir est distant de prendre des décisions audacieuses, mais peut-être son absence pour le moment de réincarnation dans le quotidien et dans la proximité, qui fait en sorte que petit à petit il s'écarte peut-être du rêve européen que le citoyen pouvait avoir. Et donc je rebondirai sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur cette nécessité probablement pour le monde environnemental maintenant constituée de
de se coaliser au niveau européen et d'élargir son faisceau. D'aller plus loin que son faisceau de l'environnement. préoccupations, et donc d'embrasser dans l'environnement des préoccupations quelle est la notion de bien-être, de vie sociétale. Voilà, de vie sociétale. Comment organise-t-on la vie en société? C'est ça, et qu'il puisse garder sur cette thématique élargie son rôle d'aiguillon positif du politique en le réveillant, en lui faisant des piqûres de rappel. Donc c'est probablement une des manières qu'on aurait, nous, aujourd'hui, surtout ceux qui ont pris la tête d'Inter-Environnement, de rebondir sur le rêve que vous avez créé dans les années 70. Sur lequel si vous réussissez ça, je peux mourir tranquille. Voilà. Et vous n'y serez pas pour rien dans ce rêve. Et pour parler de l'Europe, il faut quand même souligner aussi qu'au tout début de notre existence, nous avons participé à l'idée du projet de création d'une fédération européenne, notamment au niveau européen, le BE, dont d'ailleurs le premier secrétaire, si je ne m'abuse, était Hubert David, qui était sorti de Normand. Donc là aussi, on a joué un rôle assez important. Et donc c'est aussi une des structures avec lesquelles on a toujours nous autres énormément de contacts, par définition. Eh bien, tout grand merci à vous deux. Merci à vous surtout. Merci à vous.